L'air du temps sur e-radio, la première radiovision du Sénégal. Ce dimanche, Alassane Samba Diop et ses invités se penchent sur l'affaire Sweet Beauty et ses développements, la progression de la Covid-19 et le relâchement quasi général constaté au Sénégal. Élie Charles Moreau, écrivain et poète, célibat, sociologue, commente et analyse. L'air du temps, ce dimanche à 10h sur e-radio 90.3, la première radiovision du Sénégal. E-radio, ici et ailleurs. Dimanche 13 février 2021, et c'est le jour des amoureux. C'est un plaisir de recevoir ici une dame chez nous, Madame Célie Wan, sociologue et membre, Célibat, sociologue et membre du mouvement citoyen. À travers vous, Madame, on souhaite une belle fête à toutes les femmes du monde et surtout à nos femmes qui sont dans la maison, qui gèrent le foyer quand les hommes ne sont pas là. À travers donc Célibat, nous souhaitons une bonne fête des amoureux à toutes les femmes. Quand le monde bouge et qu'il est dans le tourbillon, souvent les poètes et les écrivains sont appelés pour décortiquer le monde. C'est pour cela aujourd'hui que nous avons avec nous Élie Charles Moreau, qui est poète et écrivain, pour décortiquer ce que nous vivons aujourd'hui. Et quand le monde aussi est dans une situation non explicable, les sociologues sont là pour nous expliquer comment va le monde. Et c'est un plaisir que nous avons aujourd'hui aussi d'accueillir aussi Madame Célibat, qui est sociologue et membre du mouvement citoyen. Merci Mesdames, Messieurs d'avoir accepté notre invitation. Vous le savez, cette semaine, c'est une semaine assez agitée au Sénégal. L'affaire Ousmane Sonko tient le haut du pavé dans la presse sénégalaise. Madame Célibat, en tant que femme, quelle lecture faites-vous de cette affaire Ousmane Sonko? Merci beaucoup Alassane de l'invitation. Joyeuse fête à tout le monde, hommes et femmes, parce que l'amour se vit à deux, pas seulement les femmes. Je vois qu'il y a beaucoup d'énergie autour. Aujourd'hui, l'actualité tourne autour de ça. Donc, la pandémie même est mise au deuxième rang, ce qui est dommage. Et on a senti quand même une politisation. Oui, c'est un acteur politique, oui, c'est vrai. Mais on a senti une forte politisation dans cette affaire-là. Et aussi, j'ai senti l'exécutif qui a pris le dessus sur le législatif et le judiciaire avec cette levée de l'immunité parlementaire et assez rapidement. Et moi, je me dis, qui est une sanction d'ailleurs, et moi, je me dis, avant de sanctionner, en tout cas, ce parlementaire, il nous faut assez d'éléments, de preuves, attendre le rapport médical, les tests ADN qui sont en cours et déduire les conclusions pour sanctionner. Donc, cette levée, en tout cas, s'est faite très rapidement. Donc, ça conforte en tout cas l'analyse de certains observateurs qui parlent de stratégie d'élimination pure et dure à l'approche, en tout cas, des élections de 2024, comme on l'a noté avec Khalifa Sall en 2019. Donc, je pense que ça conforte l'idée. Et ce qui est dangereux dans cette affaire-là, quand je prends Ousmane Sonko, qui est un acteur politique, qui a cristallisé, qui a mobilisé pas mal d'énergie du côté de la jeunesse. Pourquoi? Parce que c'est un acteur de dénonciation. C'est un acteur qui milite pour la transparence dans la gestion des deniers publics, etc. Et aujourd'hui, quand nous voyons la relation, nous analysons la relation que les populations, notamment les jeunes, parce que ça constitue plus de 100% de la population sénégalaise, il n'y a plus cette confiance entre ces partis traditionnels. Aujourd'hui, les partis traditionnels, il y a cette rupture entre les partis traditionnels, les populations n'ont plus confiance parce que vu un peu ces valsations entre le pouvoir, etc. Et du coup, on a un nouveau acteur qui émerge, qui essaie de porter les revendications de la population et ça cristallise aujourd'hui, au-delà de la jeunesse, les populations aujourd'hui. Et ça constitue un acteur d'équilibre parce que pour moi, en dehors de la religion, les marabouts qui cristallisent pas mal d'énergie juvénile. Il y a cet acteur aujourd'hui qui est en train qui joue un ordre d'équilibre dans un contexte où la politique de l'emploi, en tout cas tout ce qui est politique lié à la jeunesse, est à terre. On n'a pas en tout cas une visibilité, une vision par rapport à ça. Et je pense qu'aujourd'hui, les autorités politiques doivent faire très attention parce que ça risque de tourner très mal. Si aujourd'hui, la jeunesse, une partie de la jeunesse s'identifie à cet acteur-là et que ça tourne mal, ça risque de poser problème dans ce pays-là. La lecture du poète et de l'écrivain? En fait, j'ai l'habitude de dire, quand mer agitée et agitée, je choisis toujours de rester sur le rivage.
c'est une option lucide et qui me permet de mieux voir et sincèrement d'avoir toutes les possibilités de décryptage en temps nécessaire. Depuis l'an passé, depuis le mois de mars de l'an passé, le monde est dans un tourbillon. Et cela va avec énormément de fureur et de bruit et de tous ordres et de toute nature, politique, économique, sociale ou sociétale, et des considérations qui véritablement ne sont qu'autant de thèses et d'antithèses. Rien ne me surprend là-dessus. C'est à la limite presque une partition des choses que Vladimir Jankélévitch a eu à constater et qui composent les tout et les riens du monde. L'affaire Ousmane Sonko participe de ce lot-là et conforte véritablement la nécessité dont parlait aussi Michel Serres quand il parlait des noises dans la cité. Nous sommes en plein dans les noises dans la cité. C'est une occasion et une raison, effectivement, pour que les gens ne passent pas leur temps à spéculer et à déraisonner, parce qu'il y a trop de passion, parce qu'il y a trop de fureur et parce qu'il y a trop de dilettantisme d'un côté comme de l'autre. Ousmane Sonko, depuis quelques années, n'est plus un citoyen ordinaire. C'est une personnalité, c'est un personnage. Et du monde derrière lui. Il n'est pas le mieux né au Sénégal et à la limite, comme les Wolofs le disent, mais il arrive dans la marche d'une nation, d'une société, que les citoyens et les citoyennes fassent des options qui sont autant de choix, certainement justifiables et aisés peut-être à justifier. Lolo mo indi, cette situation-là qui fait que quelque part, comme tu as dit tout de suite, il tient le haut du pavé. Sembène Ousmane parlait de « il tient le haut du sable ». Parce qu'en fait, nos sociétés sont ainsi structurées, tout n'est pas que du béton là-dedans. Ouais, je crois qu'en fait, ce qui se passe réellement est de l'ordre des choses qui doivent faire de sorte qu'une introspection puisse être faite de tous les côtés de la société d'où l'on se trouve. Ce sont les Sénégalais, effectivement, qui doivent prendre les hauteurs nécessaires et les reculs nécessaires au nom d'un principe très simple. Macky Sall nenul ganaaru kenn nenul Macky Sall ganaaru kenn nenul benn Sénégalais aussi. Parce qu'en fait, le résultat des courses, c'est pas que l'on soit d'un camp ou de l'autre, c'est ce qui incombe réellement, c'est de comprendre et de faire de sorte qu'au-delà de toutes les passions, au-delà de toutes les appartenances idéologiques et politiques singulièrement, il y a un parti qui est au-dessus de tous les partis et qui s'appelle le Sénégal. Et qui certainement, comme dirait Barthes, s'il avait possibilité de parole, demanderait certainement à ce que dans ce pays-là, il n'y ait de guerre à mener qu'une guerre pour la paix. Les gens ont besoin de vivre et de coexister pacifiquement, parce que je le dis régulièrement, nous ne sommes pas forcément un peuple de citoyens, nous sommes sûrement un peuple de cousins et de voisins. Il faut de la sérénité dans ces histoires-là. Est-ce que vous partagez qu'aujourd'hui ce dossier doit être géré de façon beaucoup plus sereine des deux parties, hein? Soit ceux qui sont appelés à juger ou bien à constater les faits, et ceux-mêmes qui sont appelés à être accusés et qui sont là pour se défendre? Effectivement, je suis en phase parce qu'on a besoin de sérénité dans cette affaire-là. Je pense que notre priorité, ce n'est pas cette affaire-là aussi. Il y a la pandémie, on a la tête sous l'eau aujourd'hui avec la gestion. On sent problème de contrôle même dans la gestion de cette pandémie. Il y a d'autres problèmes. Et le fait que vous avez noté un peu le saccage de Auchan, mais les gens étaient en train de voler les vivres. Pour montrer qu'on est dans un pays très difficile. Les questions prioritaires, les questions primaires ne sont pas encore réglées. Peut-être même ceux qui sont partis pour saccager étaient plus venus pour chercher à manger qu'autre chose. Mais c'est ça. Les gens sont aujourd'hui dans un contexte assez très difficile de gérer les deux bouts. Je pense qu'aujourd'hui, cette affaire-là ne doit pas dévier les objectifs.
Je ne sais pas si les autorités, c'est peut-être genre un peu de maquillage de se détourner, mais il faut qu'ils reviennent sur les préoccupations. Parce qu'ils ont été votés, élus pour régler le problème des Sénégalais. Tout doit être centré sur les problèmes des Sénégalais. C'est ça, on attend des résultats. Et c'est vraiment dommage que juste après les élections de 2019, on nous parle de 3e mandat sans pour autant nous parler des résultats. Moi, je préfère qu'on me parle de résultats par rapport à un mandat donné au lieu de me parler d'un 3e mandat sans pour autant évaluer ce qu'on a fait. Nous sommes dans une situation où 2 Sénégalais sont opposés. Quelle que soit la notoriété d'Ousmane Sonko, c'est un Sénégalais. Quelle que soit la stigmatisation qu'on fait sur la fille, c'est une Sénégalaise qui a ses droits. Est-ce qu'on ne doit pas laisser la justice faire son travail en toute sérénité dans cette histoire? Situation pour situation, et pour reprendre déjà la balle au bon avec Madame Célie Kane, c'est Célie Kane. Célie Ba. Sartre dirait que nous sommes en situation. Quand un peuple, à la limite, fait abstraction de tout ce qui peut être un mal pour lui, ne serait-ce que sanitaire, pour à la limite s'acharner sur des produits qui sont autant de besoins animaux à satisfaire, c'est que quelque part, ils sont en situation. C'est une raison singulière, véritablement, pour le pouvoir en place, pour les pouvoirs publics ou singulièrement les secteurs qui ont charge véritablement de convertir en destin les attentes des Sénégalais, de voir et de faire de sorte que véritablement, on n'en arrive pas à ces situations d'anarchie-là. Ousmane Sonko est un Sénégalais. La fille, à la limite, qui tient l'actualité en haleine, effectivement, est aussi une Sénégalaise. Nous sommes dans un monde et le Sénégal ne fait pas partie en dehors de ce monde-là. Et dans les mauvaises écoles d'où l'on sort, on nous a fait comprendre que dans un monde, il faut de tout. Je crois qu'en fait, il y a à boire et à manger dans cette histoire-là. Cette fille qu'on a utilisée singulièrement parce qu'en fait, ce n'est certainement pas de façon légitime ou de façon sereine qu'elle aurait fait ça. Parce qu'en fait, ça, c'est les derniers recours et les derniers actes pour ne pas mourir de faim qui font que quelque part, on rentre dans ces histoires-là. Mais il ne faut pas singulièrement blâmer la dame. Moi, c'est quelque part Ousmane Sonko que je blâme aussi et les militants de PASTEF que je blâme aussi. Parce qu'en fait, PASTEF n'appartient ni à Ousmane Sonko ni à ceux-là qui l'ont créé. PASTEF est devenu quelque chose qui est tombé dans le domaine public et les Sénégalais s'y reconnaissent pour une large part, singulièrement des jeunes et des femmes. Parce qu'en fait, c'est les 2 corporations qui ont mission effectivement ou destin de défaire ou de faire des réputations, pour ne pas dire aussi les magistrats suprêmes. Je crois qu'en fait, pourquoi je dis que j'en veux un peu à Ousmane Sonko, parce que j'ai l'impression que Ousmane, que je connais trop bien, que je connais très bien et qui me respecte beaucoup, et que j'essaie quand même de rendre l'appareil, parce qu'en fait, comme les Wolofs disent, et singulièrement les Poulards le disent à leur façon, n'a pas tellement compris ce qu'il représente ou ce qu'il a entre les mains depuis quelques années. Il ne s'appartient plus. Il appartient à tous ceux-là qui se reconnaissent dans PASTEF et à tous ceux-là, effectivement, qui se reconnaissent en lui et qui espèrent un jour le voir jouer une partition de magistrat suprême. Man fi ma mën dem te kenn du ci gis problème. Bon, watul mom bu fa demee ñu gisal que fa problème. Et j'en veux singulièrement aussi à ses épouses, parce qu'en fait, quand on a une compagne, quand on a des compagnes, effectivement, elles doivent avoir leur mot à dire. On transpose, man bu ma nekkoon jabaru Ousmane Sonko bu waree génn pour massewu dinaa jàngi massage pour def ko, parce que fi mu nekk ça se passe chez nous et c'est du côté de l'intime. Waxuma nag Ousmane Sonko, depuis quelques années, ñi ngi koy tam dem mu bëgg seeñu yel. On est en français. Waaw, on est en français, mais nag fi nekk. Oui. J'ai la malchance d'être un enfant de un doomu Ndar. Oui, mais et il m'arrive fréquemment de mêler les 2 langues, quoi. En fait, je ne le fais pas exprès, mais c'est comme ça. Je crois qu'en fait aussi, tous les Sénégalais comprennent. Bien sûr. Et à la limite sont dans mon discours, je crois. Je crois qu'en fait, c'est Ousmane Sonko qui doit revoir ses copies. Mais les militants de PASTEF aussi revoir leurs copies, parce que dañ ko yabal. Il est à leur service.
Et jusqu'à preuve du contraire, quand moi je dois utiliser quelqu'un pour en faire un miroir ou quelqu'un qui doit demain porter effectivement et convertir en destin mes attentes, je crois qu'en fait, bu xamul, s'il ne sait pas effectivement ce qu'il doit faire, il arrive fréquemment qu'en fait qu'on lui fasse réellement savoir ce qu'il a à faire, là où il doit être, là où il ne doit plus être, effectivement, et aussi à des moments où véritablement à certaines heures, les gens sont chez eux. C'est-à-dire que j'ai trouvé aberrant, effectivement, qu'ils sortent pour aller à ces salons de massage, etc. Ce qui pose déjà un autre problème, c'est qu'en fait, comme j'ai eu à dire une fois avec Mamou Sediagne, sur des concepts que nous tentions de décrypter, du concept d'intellectuel et du concept de lettré, effectivement, il faudrait véritablement aussi qu'on détermine la ligne rouge entre les masseurs et les kinésithérapeutes. En fait, cette situation qui se passe devrait être une occasion véritablement pour prendre en charge beaucoup de questions dans les états-majors, comme du côté des pouvoirs, effectivement, mais aussi dans les familles et dans toutes les chaumières de ce pays, pour revoir véritablement beaucoup de choses et c'est de serrer des vis, de mettre des points sur des i pour mieux avancer, quoi. Est-ce que ce qui se passe aujourd'hui, à votre avis, en tant que sociologue, c'est une société qui est en crise dans la gestion même de ses relations avec les gens? Parce qu'on a entendu beaucoup de gens parler, mais la fille semble être oubliée dans cette histoire. Elle est considérée comme étant c'est elle qui est la fautive de tout. Avant juste de répondre à la question, peut-être pour revenir un peu pour Ousmane Sonko, parce que moi je me dis, si je me sens visée, moi je ne fréquente pas n'importe quel endroit. Ouais. Si je me sens visée, je dois être très 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 prudent dans mes fréquentations. Je ne vais pas fréquenter n'importe quelle structure. Je peux considérer les salons de massage dans les quartiers comme des salons informels, ne sont pas structurés. Aujourd'hui, on doit faire comme M. Moron l'a dit, organiser. L'État doit interpeller pour organiser un peu le secteur, dissocier ce qui est salon de soins, de beauté et tout ce qui est kiné. Donc je pense que cette séparation... Ça, pratiquement, c'est tous les secteurs au Sénégal qui sont... Oui, parce qu'on a vu récemment avec la crèche, donc là aussi, il faut organiser ce secteur. Je ne suis pas d'accord pour que les épouses soient... Mais il nous faut des professionnels. Il faut s'adresser à des professionnels. Pourquoi pas un professionnel pour se déplacer chez lui? Je pense qu'il y a beaucoup de responsables. Ou c'est le professionnel qui se déplace chez lui. L'autre chose, c'était par rapport à la fille. Bon, on sent qu'aujourd'hui, la fille a été manipulée. Pure simple, vu sa naïveté, une jeune fille de 21 ans qui est en tout cas aveuglée par le matériel. Ça, on le sent en tout cas dans les informations qu'on a reçues. Elle est aveuglée par le matériel, donc du coup, elle est rapidement... elle est corrupte. On peut rapidement la corrompre. Et dans ce lot, pourquoi elle n'est pas entendue? Parce qu'on ne l'entend pas. Pourquoi? Parce qu'une plaignante, quand même, quelqu'un qui se dit que je suis violée, doit être au premier rang de plainte. Mais je pense que c'est la peur. Parce qu'aujourd'hui, elle n'a pas un peu calculé le niveau. Où est-ce qu'aujourd'hui on se trouve, les conséquences de l'acte. Elle se sent beaucoup plus terrorisée, moins en sécurité. C'est pourquoi, tout simplement, elle n'est pas au devant de la scène. Et je pense qu'elle aussi, elle doit nous expliquer davantage, au-delà de ce viol, qu'est-ce qui a été derrière. Je pense qu'on a besoin aujourd'hui de la part de vérité. Et je pense que les enquêtes sont en cours. Donc je pense qu'il faut être patient à ce niveau. Et pour départager les gens, il faudrait qu'il y ait de la justice face au travail dans cette histoire-là, pour savoir qui a tort, qui a raison. Non, en fait, la justice, elle est contrainte et forcée de faire son travail. C'est un secteur, c'est un pan dans la marche d'une cité qui s'appelle le Sénégal. De toute façon, le malheur, c'est qu'en fait, nous sommes dans un pays où, à de certains moments, tout le monde est tout. Quand le Sénégal va en Coupe du Monde, tous les Sénégalais deviennent des entraîneurs. Quand il se passe réellement des choses comme la Covid, tout le monde est médecin ou fait dans l'automédication. C'est-à-dire qu'en fait, notre société est structurée à ce point tel qu'il y a énormément de curiosité qui identifie les gens et les détermine. Nous sommes des gens de curiosité au pluriel. C'est ce qui fait que quelque part aussi beaucoup d'amalgames puissent exister.
Et c'est ce qui me pousse quelquefois à dire que nous ne sommes pas forcément un pays au sud du Sahara, mais nous sommes sûrement la capitale mondiale des entendus, des sous-entendus et des malentendus. Et qui font que véritablement, il y a pratiquement beaucoup de problèmes où on en arrive véritablement, non pas à trouver l'issue, mais à tourner en rond. Il faudrait véritablement qu'on essaie de sortir réellement de cette spirale-là qui ne nous fait pas évoluer ou qui ne nous ferait avancer que, comme disait Chirac, que dans l'immobilisme. Est-ce que ce n'est pas justement la conséquence de l'inorganisation dont tu parles tout à l'heure, de tous les secteurs, chacun fait ce qu'il veut, non, dans en ce fait, qu'il veut, on ne sait pas qui est qui fait quoi. C'est pourquoi je disais qu'en fait, situation, Alassane vient de toucher réellement au concept qui doit faire de sorte que tout le monde revienne à lui-même. Que les pouvoirs, effectivement, refasse le tour du propriétaire, singulièrement au travers de directives du président de la République, Macky Sall, parce qu'en fait, c'est lui, effectivement, qui a tous les pouvoirs et le dernier mot quand nous finissons de parler ou nous finissons de donner nos avis. Je crois que c'est une opportunité. Pour revenir encore à la question, moi, je dis plus que jamais que ce sont les femmes de Ousmane Sonko aussi qui doivent être les premières personnes à devoir parler avec lui, à devoir intervenir, parce qu'en fait, ce n'est pas forcément des génitrices, c'est des compagnes, c'est des complices, c'est des confidentes. Ousmane doit, à la limite, plus que jamais, effectivement, demander leur avis par rapport à ça. J'ai discuté avec mon épouse par rapport à cette question et je lui ai dit que je serais à la place de Ousmane Sonko. On viendrait désormais chez moi pour me masser et dans le salon, nous talk di waxtaan ensemble. Parce que d'autant plus que, véritablement, Ousmane n'avait pas à se dénuder, il avait juste à enlever son bras de chemise ou sa chemise. Je crois qu'en fait, c'est à la limite aussi, à son niveau, l'impératif à revoir réellement comment il fonctionne, mais plus que jamais à prendre conscience, effectivement, qu'il n'a plus un cahier de charge qui serait le cahier de charge de tous les citoyens ordinaires de ce pays, mais le cahier de charge de quelqu'un qui a prédestination ou qui croit être prédestiné à gérer ce pays-là. Fumui tek tankam là où il doit mettre ses pieds. Il doit plus que jamais, même avant de mettre le pied, c'est pas honteux, demander est-ce que je dois poser mon pied là et pourquoi je ne dois pas le poser de l'autre côté. C'est ça aussi, Pastef. Ça devrait être effectivement ce qu'il y a. Quand on pousse un peu la question, nous ne sommes pas dans le champ sociétal forcément, nous sommes dans le champ politique. C'est Noumbelane, c'est une jungle. Koumen, ce morom, doumele, avec les moyens dont on peut disposer. Il n'y a pas de convention dans le champ politique. Les armes non conventionnelles, effectivement, c'est ce qui a fait véritablement qu'on puisse, avec cette histoire de viol, jouer une espèce de remake sud-saharien de l'affaire DSK. Pourtant, il devait y en avoir de conventions dans la politique. Non. Pourquoi il ne devait pas y en avoir? Elle est animée par des êtres humains, des êtres sociaux. Ça, c'est Platon qui le dit. Mais dans les landerneaux que nous avons ici, dans les 54 Afriques, effectivement, c'est des gens qui se lèvent pour réellement même oublier qu'ils ont été élus par des populations pour devoir réellement vivre, gérer et, s'il le faut, même se pérenniser là-dessus, éterniser, comme on dit. Effectivement, ce n'est pas uniquement et forcément, véritablement, les visions romantiques que nous pouvons avoir qui sont les motivations de ceux-là une fois qu'on les élit. Une fois qu'on les élit, en général, malheureusement, ils changent de cahier de charge mentaux. Est-ce que ce n'est pas une question de fond qu'ils posent par rapport, même dans les partis politiques, les conseillers? Qu'est-ce qu'ils servent dans les partis politiques? Parce que l'impression qu'on a aujourd'hui au Sénégal, c'est qu'il n'y a plus de conseillers dans les partis politiques. C'est le chef qui décide de tout. À la limite, les conseillers appuient le chef dans ses décisions et ne contredisent pas. Ça montre les failles qu'on a à tous les niveaux. Au niveau politique, les partis politiques. Il n'y a plus d'école de partis politiques à parler de conseillers. On ne forme pas les gens. Aujourd'hui, on aspire seulement à atteindre le pouvoir avec des gens qui n'ont pas de contenu. Donc, je pense que le véritable problème, c'est comment aujourd'hui travailler avec les partis politiques, comment instaurer ces écoles de partis. C'est extrêmement important aujourd'hui d'assainir les partis politiques.
c'est important aujourd'hui d'avoir des assises sur les partis politiques parce que c'est des gens qui vont diriger le pays demain. Et on est là en tant qu'intellectuels assez frustrés, voir ces médiocres en train de diriger. Je pense qu'il est important de préparer ces gens qui aspirent, ces militants qui sont là, qui n'ont pas de contenu, où aujourd'hui la politique est devenue une sorte d'ascenseur social. On l'a vu à partir d'Abdoulaye Wade, quand même, on a vu les gens qui sont passés pour s'enrichir. Et c'est vraiment dommage. Et je parlais au début qu'il y a un problème de confiance aujourd'hui entre les populations et ces partis politiques. Il y a un problème de confiance qui se pose. Donc je pense qu'on doit aussi avoir un plan d'action, un programme pour ces partis politiques où l'État même, les autorités doivent mettre leur billet là-dedans. Et c'est extrêmement important. Est-ce que c'est aujourd'hui, donc il faut revoir la façon de faire, la façon de gérer aussi bien les partis politiques que l'État? Parce que ceux-là qui sont dans les partis politiques aujourd'hui, c'est eux qui, demain qui vont gérer l'État. C'est dans l'idéal. Il arrive fréquemment, en réfléchissant froidement comme un monstre, qu'on se rende compte qu'il y a la démocratie, certainement en regardant nos pays, qu'il y a la démocratie et les démocraties. Il y a la République et les républiques. Ce n'est pas pour rien qu'on parle de République bananière. Dans un pays normal, où l'on prend en charge les questions des populations, parce qu'en fait, la cité existe et véritablement, il y a des besoins animaux légitimes à satisfaire. Il y a ces écoles de parti, où l'on apprend véritablement aux gens à maîtriser les concepts, mais surtout à pouvoir mettre des contenus dans les concepts. Le malheur, c'est qu'en fait, nous sommes maintenant au 3e millénaire. Ce sont des choses qui existaient au 20e, avec Senghor, avec Abdou Diouf. Abdoulaye Wade a essayé, mais finalement, il y a eu beaucoup de tourbillons qui ont fait qu'on est passé à beaucoup de choses. Je crois qu'en fait, Dieu aimant le temps qui marche, et nous comprenant aussi que le Sénégal est dans cette rythmique-là, il n'est pas exagéré, voire excessif, de considérer et de croire que véritablement on en arrivera effectivement à devoir éduquer les gens politiquement. Les écoles de parti existent dans les nouveaux partis qui sont en train de naître dans ce pays, pris en charge par des gens qui ne sont pas forcément des politiciens professionnels, mais des citoyens comme nous autres, effectivement, des gens dits de la société civile et qui ont pris en charge la question ou répondu à la question claire qu'en fait, ils ne doivent pas être des gens au balcon, mais s'impliquer véritablement. N'êtes pas seulement des gens comme moi, malheureusement, qui pensent la politique et la société telle qu'elle marche, mais devoir militer activement. Ce sont Ousmane Sonko avec Pastef, mais il y a Boubacar Camara, il y a Thierno Alassane Sall, il y a Bougane Gueye Dany, il y a énormément... Je ne vois pas encore malheureusement de femmes, parce qu'en fait, j'ai comme l'impression que les femmes croient toujours qu'elles sont le 2e ou le 3e wagon dans notre pays, effectivement. Mais c'est peut-être prématuré et elles ont compris qu'en fait, socio-culturellement parlant, les Sénégalais ne sont pas encore prêts à voir des Sénégalaises, effectivement, être des locomotives à la place du wagon. Mais ça viendra parce qu'en fait, nous sommes dans un processus et le monde marche. Je crois qu'en fait, pour revenir à la question des conseillers, en fait, les gens aiment beaucoup les organigrammes. Il arrive fréquemment que des organigrammes soient inutiles ou carrément surchargés à ce point. Je raconte une anecdote assez souvent. Il est arrivé une fois que le président, c'était sous Abdoulaye Wade quand même, que le président Abdoulaye Wade invite à la salle des banquets le groupe de presse, comme il disait, pour discuter. Ce que Macky doit de toute façon assez bien faire. Je crois qu'en fait, il n'est pas trop conseillé sur beaucoup de choses parce qu'en fait, pour être un bon conseiller en Afrique, il faut beaucoup de courage. Le courage de se dire, je vais dire, même si on me fout dehors, je m'en vais. Parce qu'en fait, Ken yorewul wërsëgu Ken. Mais on part avec l'idée qu'en fait, s'il m'exclut, je deviens le dernier des derniers, etc., etc. C'est qu'en fait, quelque part, il n'y a pas le soubassement religieux ou à la limite aussi de sérénité et de lucidité dont parlait Malraux, effectivement, et qui doit prévaloir. Après, il a eu à dire, après, à la sortie de la rencontre, à quelqu'un qui s'était approché de lui, de Tata Annette Mbaye Derneville et moi, pour lui dire, Monsieur le Président, bonjour, je suis un conseiller. Il lui a répondu en Wolof, ah, il y a eu de conseiller.
pour dire simplement qu'il arrive fréquemment qu'on les nomme à l'appel, qu'on les mette dans des conditions idoines. Mais je dis que c'est des postures de prébande et qui m'ont fait dire quelque part que malheureusement chez nous, beaucoup de postures ne sont qu'autant d'impostures. Je crois qu'en fait, il y a nécessité. Véritablement, si Macky Sall avait les conseils qu'il faut, je le dis haut et fort, on n'en serait pas arrivé à des situations où effectivement on en arrive véritablement à des pièges du bas de la ceinture, etc. Le Sénégal n'en a pas besoin. Il y a tellement de choses plus préoccupantes, plus occupantes, plus angoissantes et plus poignantes que véritablement devoir retenir en haleine les gens sur des questions de voyeurisme ou de faire juste le buzz ou le sensationnel. Je crois qu'en fait, il faudrait effectivement, Alassane, que la justice fasse son cours, mais surtout qu'il y ait dans ce pays suffisamment de personnes pour, à de certains moments, et ça commencerait par le président de la République, à de certains moments, devoir dire haut et fort, stop maintenant, on arrête les récréations, parce qu'en fait, on nous divertit trop, et nous n'en avons pas forcément besoin. Je rappelle que vous suivez l'Air du Temps, qui reçoit aujourd'hui Madame Céliba, sociologue et membre du mouvement citoyen, et Élie Charles Moreau, écrivain poète. Madame, il disait tantôt de parler de divertissement, de relâchement. On constate qu'avec la maladie, la Covid, une montée exponentielle des cas et beaucoup de décès. On a l'impression qu'aujourd'hui, que les Sénégalais se disent, écoutez, voilà, la maladie est là, il y a une sorte de relâchement qui fait qu'il y a des ravages dans les familles. Oui, et je pense que ça doit interpeller aujourd'hui l'État à revoir son approche, sa stratégie. Ça montre que la stratégie qu'ils sont en train de dérouler pose problème parce que dans la gestion de cette pandémie, depuis la première vague, on a assisté d'abord à une médicalisation de la gestion de la pandémie. D'abord une médicalisation et après à une militarisation qui continue. Les populations, les communautés ne sont pas mises en avant et je pense que ça a été décrié par beaucoup de professeurs dont Ibrahima Niang, Cheikh Ibrahima Niang, qui parlait un peu, c'est extrêmement important. Il faudrait responsabiliser aujourd'hui les communautés dans cette affaire-là. On a parlé de relâchement, oui, mais ce relâchement aussi, c'est au sommet. On a senti le sommet, certains relâchements. Donc, si le sommet ne respecte pas, la base ne suit pas. Les populations devaient être intégrées dès cette première vague. On a des piliers au niveau communautaire, on a des acteurs incontournables. Quand je prends le Sud, on a le roi d'Ossy. C'est un acteur incontournable qu'on devait intégrer dans la gestion. En tout cas, dans cette zone, au niveau national, on a des acteurs spécifiques. On a des religieux, peut-être dans certaines zones, qui jouent un rôle extraordinaire. On a d'autres acteurs coutumières, on a etc. Et dans chaque zone, il nous faut, en dehors de ces acteurs extrêmement importants et qui sont suivis, qui sont écoutés au niveau communautaire, impliquer les jeunes. Parce que les ASC, je pense que c'est une organisation la plus partagée au niveau national. Il fallait, c'est pas tard, impliquer ces acteurs-là. Les jeunes doivent être centenaires au niveau de leur quartier. Et le mouvement Nawetan. Le mouvement Nawetan. Tout cela doit être un moment et leur dire que vous êtes responsables au niveau du quartier dans la gestion de cette pandémie et pourquoi pas, avec l'appui des autorités territoriales, motiver cette jeunesse qui va, parce que cette jeunesse qui rentre tard, c'est cette jeunesse qui se relâchement, c'est les jeunes. Donc il faudrait les impliquer et leur dire que vous êtes responsables, vous devez suivre. Et au-delà un peu de cette responsabilité communautaire qui devait être mise en avant, toujours ces communautés, même en termes de prise en charge. Parce qu'aujourd'hui, moi je dis que la pandémie, c'est un outil d'évaluateur, c'est un outil d'évaluation. On s'est rendu compte avec tous les efforts qu'on a eus, le PSE dont nous parlons, qui a commencé depuis 2014, les effets, les impacts de ce PSE, moi je ne l'ai pas trop ressenti. Et la pandémie est venue nous dénuder pour nous dire voici vos faiblesses, voici ce que vous avez dit faire, mais apparemment les résultats restent mitigés. Quand je parle de cette plateau technique dont on nous parle, on a amélioré, mais vous avez suivi récemment la sage-femme qui n'arrivait pas à être... Voilà, les infirmiers chefs de poste que je salue, que je respecte parce qu'ils sont au front, ils sont en train de jouer un rôle extraordinaire, mais ils n'ont pas assez de moyens pour jouer leur rôle. Et en dehors de ça, bon, tous les autres secteurs, je pense que Moura a parlé un peu de ses priorités, etc. L'agriculture, etc. En tout cas, la pandémie est venue nous dire que vous êtes toujours une société vulnérable avec tout ce que vous êtes en train de faire. Aujourd'hui, on nous parle de PAPSA. J'espère que ça va porter ses fruits. Donc, encore une fois, ce que j'ai déploré dans cette gestion, c'est on n'a pas pu responsabiliser
les communautés, on ne les a pas mis en avant dans cette affaire-là. Et aussi, avec la première vague, je ne sais pas, tout le monde a suivi ces talents de patriotisme qu'on a notés, les recherches, les étudiants, les inventions qu'on a eues, les tailleurs avec les masques. Mais avec cette deuxième vague, on n'a pas capitalisé. Oui. On n'a pas capitalisé tous ces talents qu'on a eu notés dans la première vague. Et c'est vraiment malheureux. Où est-ce qu'ils ont passé? Je pense que le ministère de l'Enseignement supérieur avait injecté pas mal de sous. L'Université polytechnique de Thiès, l'Institut. Mais en tout cas, j'ai suivi à la télé. Il y a une belle somme qui a été remise pour davantage. Je ne sais pas si ça a remis ou pas. Mais où est-ce qu'il s'est passé toute cette affaire-là? Mais on n'a pas pu capitaliser avec cette deuxième vague-là. Aujourd'hui, on est en train d'utiliser des masques qui ne sont pas bons pour l'environnement. Alors qu'au début de la première vague, il y avait tout cet engouement avec nos tailleurs extra pour la construction de masques, etc. Mais c'est vraiment dommage. Et c'est relâchement, c'est à tous les niveaux. C'est au niveau des innovations, malheureusement, qu'on n'a pas pu accompagner. C'est au niveau de nos autorités étatiques. Parce qu'en pleine pandémie, un ministre a pu organiser une soirée de gala. Et j'étais complètement dans tous mes états. Est-ce que justement le fond du débat dans ce pays, c'est pas le malheur de ce pays, c'est pas le suivi des actions qui sont mises en place? Ce pays est formidable à ce point qu'il est un espace véritablement où l'on aime mettre en exergue des slogans. Il y a un slogan parmi dans ce rayonnage-là que je vais sortir, ne serait-ce que pour devoir répondre à ta question, Alassane. C'est la question de réew kenn du ko dañ kenn du ko pàccoo dañ koy pencoo. Je ne suis pas sûr qu'un pays se partage. Je suis presque sûr qu'un pays ne se partage pas parce que ce n'est pas un gâteau. Je suis encore sûr que véritablement, ce pays, on n'en a pas fait une question, et une question cruciale au sens que Hugo donnait à ce terme, c'est-à-dire quelque chose de préoccupant et qui doit être pris en charge comme un malade à soigner et des plaies à lénifier. Si on avait réellement pris en charge ces questions-là, et singulièrement si l'idée de démocratie inclusive n'était pas qu'un mot creux ou qu'une parole en l'air, véritablement, on n'en serait pas au constat de Célie. On aurait vu déjà un peuple qui se serait approprié cette question qui est la Covid, ou le Covid. Parce qu'en fait, on ne sait même plus à quel genre il appartient. Malheureusement, on ne peut pas non plus en faire un genre intermédiaire parce qu'il y a, paraît-il, un troisième genre. Tu vois. Mais ça, c'est une parenthèse, et une parenthèse à prédestination d'être fermée. On la ferme alors. Pour revenir à la question, pour revenir à la question qui nous préoccupe, Alassane, ne me divertis pas. On y va. Je vous écoute. Et revenir sur la question de la Covid ou du Covid. Pour dire qu'en fait, ça devrait être véritablement dans l'imaginaire de tous les Sénégalais et singulièrement des populations une chance inouïe. Une chance inouïe pour les pouvoirs publics de comprendre qu'en fait, il y a énormément de questions qui mériteraient d'être résolues. La question de la santé en est une. La question de l'agriculture en est une. La question de la culture en est une autre, effectivement, parce qu'en fait, s'il y a ce relâchement-là quelque part, c'est que quelque part, on n'a pas compris véritablement que la culture est une calebasse et qu'il faut mettre véritablement les contenus nécessaires. Le premier contenu nécessaire pour la culture, c'est Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh qui a eu à le laisser en héritage aux gens, defaraat xel yi, defaraat xol yi, defaraat xalaat yi, defaraat jikko yi. Loolu bu amoon, si jamais cette question-là était résolue, et ça fait 23 ans depuis le temps qu'il en a parlé effectivement, si cette question-là était résolue, je crois qu'en fait, on n'en serait pas véritablement à savoir à ne pas savoir sur quel pied danser, à ne pas savoir prendre en charge la question qu'est cette maladie-là. Je crois qu'en fait, les pouvoirs publics, plus que jamais, doivent arrêter véritablement ces réflexions qui ne font que nous tourner en rond et en bourrique pour réellement savoir qu'il y a des plateaux médicaux à faire. Il y a eu des levées de fonds. Des levées de fonds qui devraient faire de sorte que de façon naïve mais réelle, véritablement, il y a 14 capitales de région, au moins on s'attelle à faire de sorte qu'il y ait dans chaque capitale de région un hôpital véritablement qui fasse de sorte que
le président de l'Assemblée nationale quand il est malade, des autorités apparentées quand ils sont malades, n'aient de réflexe qu'à sortir du pays pour aller se faire soigner. Mais elles peuvent Le plus. Covid, Elles ne peuvent plus parce que les frontières sont fermées. le Covid est une occasion véritablement. C'est pourquoi je dis que Les c'est une frontières chance. sont fermées. C'est une chance en fait, qui devrait faire de sorte que ñu jóg nag suñu bopp jéem a xool comment il est possible de régler toutes les questions qui sont autant d'attentes légitimes et légales des Sénégalais. Parce qu'en fait, les Sénégalais ne demandent pas au pouvoir public l'impossible. Ils leur demandent singulièrement de prendre en charge des questions animaux, comme on parlait dans nos adolescences normales, et quand nous considérions que Mao était le porteur du 4e livre révélé. Mais ça aussi, c'est de l'histoire ancienne. Je crois qu'en fait, le moment est arrivé pour que véritablement on trouve les solutions idoines à toutes les questions et à tous les secteurs d'une vie nationale. Est-ce que la Covid a mis à mal les relations sociales au Sénégal, la société, comment elle fonctionne, ou bien elle a renforcé la solidarité entre Sénégalais? Parce que souvent on dit que les Sénégalais sont des gens solidaires, ils s'entraident et tout. Mais quand on regarde bien comment fonctionne la Covid aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a un repli chacun sur soi, qui essaie de sauver d'abord sa pécule. Oui, peut-être c'est au niveau de Dakar, mais dans les zones les plus reculées, je pense que cette solidarité, qui est une richesse, mais continue toujours. Donc cette solidarité est toujours là. Et juste pour rebondir quelques points sur ce que vient de dire Moreau, que la Covid, c'est une opportunité. C'est une opportunité qu'on devait saisir pour recentrer tout sur nous. Mais est-ce qu'on a compris que c'est une opportunité? Je ne pense pas qu'on a compris jusqu'à présent. Au début, je pensais qu'on allait comprendre, brandir un peu la question de la souveraineté à tous les niveaux, que ce soit au niveau sanitaire, et je pense que les pays européens l'ont compris, cette question de souveraineté en termes de production de médicaments, se disent que non, il faut qu'on puisse réfléchir au-delà de cette recherche sur la santé, mais en tant que pays européen, on doit assurer jusqu'à la production des médicaments qui ne doit pas être entre les mains de la Chine et de l'Inde. Donc, ils ont compris, mais nous, on ne l'a pas compris. On ne s'est pas posé la question de savoir, avec la fermeture, en tout cas, l'arrêt des transports interurbains, mais les malades qu'on devait évacuer au fin fond du pays pour les amener à Dakar, parce que tout est concentré à Dakar. Mais on ne s'est pas posé la question, il y a eu beaucoup de morts. Bien sûr. On ne parle pas de ça. Et aujourd'hui, la Covid devait interpeller ces gens-là. Les 1000 milliards, le fonds, on n'a pas encore eu, en tout cas, un état des lieux, par rapport à ça, et je pense qu'il faudrait une communication sur ces 1 milliard, 1000 milliards. Mais calcul, on dit qu'il y a plus de 1000 milliards. Parce que déjà, le service de la dette, quand on le calcule, ça tourne au plus de 500 milliards. Déjà, 500 milliards, 600 milliards. Le service de la dette. Service de la dette. Déjà, ça couvre la moitié. À côté, on a eu l'appui de l'OMS, qui tourne autour de peut-être de 200 milliards. On a eu FMI, la Banque mondiale, qui tourne autour de 500 milliards. On a eu les individus, les particuliers. Mais il y a certains particuliers qui ont remis 1 milliard. Mais moi, je me dis qu'on a dépassé de loin, mais on n'a pas jusqu'à présent. Il faut faire le bilan. Mais il faut faire le bilan. Et donner les résultats. Le bilan devait se faire en amont. Par rapport à la mobilisation, où est-ce que nous en sommes? Finalement, on est à temps. À la fin de la gestion, il nous faut un bilan. Mais jusqu'à présent, on n'a pas eu de bilan. Et je pense qu'avec ce fonds, qui ne devait même pas servir un peu à aider, comme ça, à distribuer, et par rapport un peu à la distribution, quand j'analyse un peu la question de la migration, les fonds pour la diaspora. Mais ce n'était même pas calculé. Il n'y a même pas eu avant une consultation au niveau des différents acteurs. Ils ont alloué pratiquement plus de montants dans les pays de développement que dans les pays africains, où 3 migrants sur 2 circulent sur le continent. Vous voyez un migrant, un Sénégalais qui vit au Gabon, on lui a donné 50 000 francs. Qui a fermé Quincaillerie, 50 000 francs. Un autre migrant sénégalais qui vit en Allemagne, où déjà en Allemagne, les autorités allemandes ont déjà mis en place un dispositif pour prendre en charge tout le monde, que ce soit l'Allemand lui-même que les migrants, on ne devait même pas donner 300 € à ces gens-là parce qu'on les a remis 300 €. Donc moi je me dis que les calculs ont été mal faits au niveau interne avec les produits alimentaires qu'on a pu distribuer, les macaronis. Dans certains villages, ils ne connaissent même pas les macaronis. Ils ne savent même pas comment les cuisiner.
Pourtant, l'État pouvait valoriser la production, la transformation des produits céréales, parce que c'est l'activité, le cœur de métier de ces femmes-là. Mais pourquoi l'État ne pouvait pas les acheter pour les accompagner et les distribuer? Mais c'est tout un ensemble de paquets aujourd'hui. Moi, je me dis que le bilan, ce n'est pas seulement des questions de fonds, de sous, mais il faut revenir sur la stratégie. Quelque chose de stratégie. Il faut vraiment réfléchir, il faut évaluer la stratégie, il faut l'évaluer maintenant. Parce qu'on est toujours dans la Covid-19 ou le Covid-19, parce qu'on parle de virus, normalement on parlait de Covid. Il faut évaluer maintenant, c'est pas tard, parce que la Covid ne nous lâche pas. Oui. Évaluer et rectifier pour avancer, pour bien avancer. La Covid est là, et à nos frontières, on parle aussi d'Ebola en Guinée. Il y a lieu d'être très inquiet par rapport à la situation à la Guinée forestière, où il y a eu déjà 2 morts en Guinée, où il y a même une réunion aujourd'hui là-bas de crise par rapport à cette maladie. Et que cette maladie, quand elle s'était déclarée, on avait fermé nos frontières avec la Guinée. Alpha Condé a déjà fermé les frontières à cause de la situation politique. Il m'est arrivé de dire dans une émission, dans une télé nationale, que la Covid a de la baraka. Elle a de la baraka à ce point que véritablement, elle a fait de sorte qu'on remette en arrière-plan, pour ne pas dire qu'on occulte carrément, énormément d'autres maladies qui sont encore plus préoccupantes et plus stressantes. Le paludisme est encore là et plus que jamais. La grippe est là plus que jamais. Ebola revient, comme tu dis. Le choléra ne nous a jamais quittés, le paludisme et la grippe non plus. Et pourtant, on n'en parle pas. C'est qu'en fait, véritablement, on est dans un pays où véritablement il suffit simplement d'entendre un bruit, un fracas pour dire que en fait il y a une cassure quelque part, tant que badamana comme on dit, etc. Pour dire simplement que le Covid ou la Covid là, cette pandémie, véritablement a fait de sorte que moi, à de certains moments, je sois complètement brouillé pour savoir et me convaincre que le dictionnaire que j'utilise n'est pas bon. Parce qu'en fait, à de certains moments, au-delà du mimétisme fou qui a consisté à toutes les fois où il y a en France telle décision, on l'applique, on la transpose ici au Sénégal. Effectivement, il m'est arrivé de ne plus savoir ce que signifiait le verbe se confiner. Il m'est arrivé de ne plus savoir ce que c'était une distanciation. Il m'est plus arrivé aussi de savoir ce qu'est réellement le concept de communauté ou de vie communautaire. Nous vivons en communauté. Agnando, Rerando, Ndekiendo, Setanando, ay séries, télévision et les matchs de football, et l'on nous parle de Covid et personne ne souffre, ne tousse non plus dans les maisons. On nous parle de distanciation, tout le monde dort avec son époux ou son épouse. Véritablement. On nous parle de se confiner, les maisons n'ont jamais été aussi remplies, et les quartiers, et les rues, et les marchés. Véritablement, je crois que la seule conclusion, moi, que je tire, c'est d'en fait de devoir rendre grâce à Dieu parce que j'ai certitude qu'il veille et surveille sur nous. On prend cette question de pandémie de façon rationnelle ou cartésienne. Il n'y a aucune raison, nous n'avons aucune raison de voir des Américains mourir en masse comme des mouches, là où véritablement, effectivement, on nous rabâche tous les jours à 10 heures, effectivement, qu'il y a 2 cas à Guédiawaye, 1 cas, etc., etc. Si les choses n'étaient pas de l'ordre de l'irrationnel, pour ne pas dire si Dieu ne nous avait pas réellement aidés, véritablement, on n'en serait pas à 3 ou 4 morts, on en serait véritablement à des rues jonchées de cadavres d'enfants et de femmes. Réellement. Je crois qu'en fait, il y a quand même des morts. Hein? Il y a des morts, les morts n'ont jamais manqué. Là, on en est effectivement à un décompte qui fait que, et je parle et les gens de Touba m'entendent et tout le monde m'entend. À Bakia, Touba, au cimetière, il n'est pas arrivé un jour où l'on n'enterre pas 300 personnes et ce n'est pas forcément de la Covid. Les gens ne meurent plus à la limite de dialyse, d'insuffisance rénale, ils ne meurent plus de cancer. Il faudrait véritablement qu'on soit sérieux avec nous et entre nous. Et l'Ebola qui frappe la frontière guinéenne. Je pense qu'aujourd'hui, on est à 7000 et quelques 86 cas décès, 7000 pour Covid. Bon, je pense que pour Ebola, je pense que c'est notre élément. Ça rajoute la peur. 7000 cas de 7486 décès. Où? Pour Covid au Sénégal, le manière globale, on est à 7000
486 décès. 700. 700 C'est à pas 700. 700, pas 7000. 700. À 700. 700, oui, Oui. 786. On est non, non. à 7500 Bah. décès du cancer, il paraît. Absolument. Pour dire simplement Ouais. à quel point le cancer est C'est ça, plus... c'est- Les c'est- cancers sont plus préoccupants encore. Effectivement, on est à plus de 700 quelques cas décès. Ouais. Donc je pense que Ebola a été quand même quelque chose qui a donné pas mal d'expérience à notre personnel de santé. Donc aujourd'hui, la gestion de la Covid devait être quelque chose de nouveau, parce qu'on a eu quand même des responsables comme les Eva Maricol, etc., qui ont pu en tout cas gérer à l'époque et ont tout fait pour que cette épidémie ne rentre pas dans ce pays. Et aujourd'hui, Ebola n'a jamais quitté RDC, on a toujours eu Ebola parce que les habitudes n'ont pas changé du tout. Donc Ebola a toujours été là en Afrique centrale, qui se rapproche aujourd'hui. C'est tout simplement en tout cas une question de gestion. Les habitudes n'ont pas changé du tout. Comme aujourd'hui, dans ce contexte-là, les habitudes n'ont pas changé. Les gens continuent à aller dans leur mariage, les décès, etc. On n'a pas du tout changé nos comportements. Et je pense qu'il faut amener les gens à la responsabilité. Avec cet Ebola-là, c'est plus aussi... Les autorités vont plus avoir peur. Parce que déjà, aujourd'hui, quand même, je le dis, les gens ont la tête sous l'eau avec la Covid. On n'arrive pas... Moi, je sens en tout cas qu'il n'y a plus de contrôle. Les gens ne contrôlent plus. Parce que les mesures qui sont mises en place ne règlent pas le problème. Quel est le plan B pour en sortir? Donc, si Ebola arrive... Le vaccin. Il n'y a que le vaccin qui peut nous en sortir. Je vais emprunter à Célie sa phrase. Le vaccin qu'on attend. Le Covid a toujours été là. Ça dit qu'en fait, pour dire simplement que Ebola a toujours été là. Oui, en Afrique. C'est une manière, c'est un lapsus. Pour dire simplement que le Covid même n'est pas une idée neuve. Il a commencé avec le monde. Le monde a commencé avec déjà des montagnes, des paysages, des rivières, mais aussi des maladies. Moussiba ak bala, comme les Wolof disent, etc. À un point tel qu'il n'y a rien de nouveau sous le paysage. C'est une question de prise en charge et qui fait que quelque part, nous sommes, nous, êtres humains, porteurs permanents ou ambulants de virus, de microbes et de bactéries. On oublie ça. Ça veut dire qu'en fait, moi je crois qu'en fait, il faudrait qu'on revienne à nous-mêmes et qu'on revienne aussi au bon Dieu et à lui rendre tout. Parce que le temps qui nous est imparti est terminé. Merci infiniment à Mme Sedli Ba, sociologue et membre du mouvement citoyen. Merci Elie Charles Moreau, poète écrivain. Nous parlions aujourd'hui de l'affaire Ousmane Sonko et de la Covid au Sénégal. Merci à tous. On vous souhaite un excellent dimanche. Et à toutes les femmes du monde aussi, nous souhaitons aujourd'hui bonne fête. Bonne fête d'amour et les hommes également. Voilà. Mais les femmes, ce sont les tenants des maisons. La Saint-Valentin, c'est 365 jours sur 365. Absolument, absolument. Hein? Merci à nos femmes. C'est les hommes normaux, je dis. Hein? Absolument. Merci et bon dimanche à tous. Merci également. La radio est une imagination. La vôtre. Bienvenue sur iRadio. 90.3.